pas si vous la voyez, Marlène. Si je penche un peu vers moi, on va pouvoir... Bonjour à tous. Attends, tu peux peut-être te décaler un petit peu, je te laisse un peu plus de place comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, Marlène Stéger est à côté de moi. Marlène, vous l'avez vu, vous avez vu son nom s'afficher un petit peu partout dans les vidéos d'introduction, dans certains cours. C'est Marlène qui a été la pilote technique du MOOC. Et nous avons Cyril Santerre. Cyril, est-ce que tu nous entends? Cyril Santerre est notre ingénieur chimiste à l'ISIPCA et ce dernier est également en ligne actuellement. Donc il répondra aux questions qui portent sur l'analyse physico-chimique, sur certains aspects de l'extraction et sur donc les questions plutôt liées à la chimie. Bien, sans tarder, il est 58, on peut peut-être... Il y a un problème de son là. Ouais. Le son apparemment est atrocissime. C'est de nouveau. Ouh là là, c'est nouveau d'un coup, image statique. C'est normal, on bouge pas. Hein. Et est-ce que vous nous entendez mieux là? Est-ce que vous nous entendez mieux les uns les autres? Quasi métallique. Alors ça nous a fait la dernière fois qu'on avait deux postes. Il faut une oreille musclée. Oui, c'est un peu mieux. Oui, nous voyons et entendons. Son inaudible maintenant. Alors, il faut peut-être qu'on parle plus fort. Est-ce que vous nous entendez mieux quand on parle plus fort? Lorsqu'on fait porter la voix, ça se passe mieux? Est-ce que le son est-il toujours métallique? Bien, parfait. Donc on va faire porter un petit peu la voix afin que vous puissiez entendre clairement les réponses aux questions et que vous puissiez également, nous allons articuler. Pour la personne qui est en Linux, oui, je suis désolé, si ça ne passe pas vous concernant, effectivement, vous pourrez revoir la conférence par la suite puisqu'elle est enregistrée. Vous la retrouverez par un lien sur lequel par un lien que vous retrouverez donc sur la plateforme Fun. Bien, bonsoir à tous. Nous débutons donc cette deuxième webconférence qui est dédiée donc au MOOC de l'art de sentir au marketing sensoriel. C'est une session donc du MOOC. Je suis ravi de vous retrouver donc pour certains pour la seconde fois consécutive. Nous avons collecté vos questions et en l'occurrence nous les avons compilées plutôt dans une espèce de PowerPoint qui doit s'afficher devant vous. Vous avez dû commencer pour la plupart hier la 4e session de ce MOOC. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, qu'il est souhaitable que vous répondiez le plus régulièrement possible et dès à présent aux différents QCM. Vous avez été 700 à répondre au premier QCM, vous avez été 300 à répondre au second QCM, c'est-à-dire au QCM de la session 2, de la séquence 2. Et pour l'instant, vous êtes pour la 4e séquence, je crois que vous êtes 12 ou 14 à avoir répondu déjà au QCM. C'est déjà bien puisque la séquence 4 a été mise en ligne hier. Donc, n'attendez pas le 25 décembre pour répondre au QCM et n'hésitez pas à le faire dès que possible. Vous êtes à peu près 730 sur Facebook à participer donc à la page Facebook qui est donc destinée à rendre vos échanges plus libres. Je crois que vous échangez d'ailleurs très librement et vous avez tous fait connaissance les uns avec les autres. Donc, je crois que cette page Facebook est fortement utilisée tout autant que le forum de certification. Vous êtes à peu près une cinquantaine de personnes, de participants, vous êtes inscrits également à la certification finale, qui est une certification qui intervient après l'attestation, qui est l'attestation, pour rappel, une attestation sera délivrée par Fun automatiquement à l'issue des 4 QCM. Et nous avons donc inséré un 5e QCM de certification, qui est
un QCM, en l'occurrence une certification payante au prix de 60 €, et cette certification qui comprend 24 questions, donc sera disponible, elle est déjà disponible, vous pouvez déjà vous inscrire, puisqu'il y a possibilité de vous inscrire entre le 22, je crois que c'est à partir du 22 novembre jusqu'au 22 décembre. Voilà. Christian, est-ce qu'on peut passer à la page suivante? Donc, vous êtes actuellement 4400 inscrits au MOOC, très exactement, on a un peu gonflé les chiffres, vous êtes 4369 à cette heure. Donc, Marlène me regarde avec un petit sourire. Nous enregistrons à peu près un rythme de 30 à 50 nouveaux inscrits par jour. Vous êtes 103 pays à être représentés. 103 pays, c'est considérable. Parmi les premiers pays, donc, bon, naturellement, la France, 70% des participants. Et puis, immédiatement après, vient le Maroc et la zone USA-Canada, qui représente à peu près 110, 120 inscrits. La Belgique, et puis on retrouve également des pays tels que la Tunisie, tels que l'Algérie, la zone francophone, qui est dans les participants gérés de la zone francophone. Les ressortissants de la zone francophone sont parmi les 10 pays. Voilà. Et on a également des gens du Brésil, absolument, je vois les messages qui s'affichent. Nous avons des Brésiliens, je crois qu'on en a une bonne dizaine. Nous avons également des Asiatiques, mais des Chinois. Mais le gros de je dirais la majorité des participants viennent de la zone Amérique, Canada, de la zone marocaine et du Maghreb. Voilà. Yes, I'm sorry. You are in Bulgaria. Just reading your message actually, and I was saying that we are actually 4,369 persons attending this MOOC, and mostly of these persons are belonging to France, of course, 70 persons. And the rest of the rest of the people are belonging to Morocco. We have almost around 150 persons coming from Morocco, and almost 120 persons. So this is, I think, and we have more than 100 countries, foreign countries, attending this MOOC. So this is just what I just summarized what I was just saying. This is for the Bulgarian people and for the English one that we have online actually. Donc je continue. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Nous allons passer. Voilà. Alors la question s'affiche. Je vais essayer peut-être en ce qui les concerne de la grandeur voilà, de la mettre en plein écran. Alors, lors de la conférence du centenaire du Chypre à Paris le 4 décembre dernier, Jean Kerléo, que vous retrouvez notamment dans les récits liés, a utilisé le terme BNS, brut, naturel, sensible, pour parler du produit de l'extraction précédant l'appellation absolue. S'agit-il réellement d'extrait? Bien entendu. Est-ce que Marlène ou Cyril, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Est-ce que vous avez quelques idées à ce sujet? Est-ce qu'on entend Cyril? Cyril, je pense que vous devez m'entendre. Tout à fait. Cyril, merci. Donc pour cette partie-là, effectivement, le brut naturel sensible, c'est un terme que je ne connais pas forcément. Par contre, effectivement, l'absolu était un produit fait en 2 étapes, dont la première étape est la concrète. Donc on va utiliser un solvant plutôt de nature apolaire, comme des hexanes, des dichlorométhanes, voire du benzène, que l'on va appliquer sur une plante.
Ensuite, on va éliminer complètement ce solvant pour obtenir la concrète. Et puis, pour obtenir l'absolu, on va simplement nettoyer ce produit avec de l'alcool pour enlever une bonne partie des produits gras, certaines cires, certains corps gras du produit, et finalement complètement éliminer la partie alcoolique pour obtenir l'absolu. Merci Cyril. Marlène, tu vas ajouter quelque chose ? Pour ma part, je ne connais pas du tout ce terme. Je ne l'ai jamais entendu, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Brut naturel sensible, BNS. On a cherché un petit peu, on n'a rien trouvé dessus. Donc est-ce qu'il faudrait demander directement à Jean-Carlo, je pense. Voilà. C'est la meilleure solution. Nous lui poserons la question. J'ai eu l'occasion d'autant plus de croiser Jean-Carlo assez régulièrement. J'ai également pu entendre l'utilisation, c'est la deuxième partie de la question, j'ai également pu entendre l'utilisation d'une méthode d'extraction sèche pour ce qui concerne le bouleau. En quoi consiste ce genre d'extraction? Y a-t-il un lien entre l'odeur de fumée, de l'essence de bouleau et ce type d'extraction? Donc, je crois que Cyril, tu avais à ce sujet, Marlène, tu as déjà quelques éléments peut-être de réponse sur le bouleau. Je crois que... Alors, sur l'extraction, je vais laisser Cyril répondre. Concernant le bouleau, l'odeur fumée du bouleau ne vient pas de son extraction, c'est l'odeur des molécules présentes dans le bouleau. Si on coupe du bouleau l'arbre sans en faire une extraction de parfumerie, on a aussi ces odeurs fumées. Donc ça, c'est quelque chose qui vient pas de la typicité de l'extraction, mais qui vient bien de la typicité de la composition des molécules d'eau. Concernant l'extraction sèche, il faudra un peu plus de précision. Je vais laisser Cyril voir s'il a une réponse là-dessus. Cyril, est-ce que tu peux nous donner quelques compléments d'information sur les méthodes d'extraction, et notamment l'idée d'extraction sèche? Alors là encore, effectivement, c'est un terme que je ne connais pas particulièrement. Alors le bouleau, on en connaît principalement l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle, c'est une hydrodistillation à partir des écorces de l'arbre. Le terme que l'on peut entendre par contre, c'est ce que l'on appelle de la vapeur sèche. Donc contrairement à ce que les gens ont du mal à comprendre certaines fois, c'est qu'on peut avoir de la vapeur complètement sèche, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas encore d'eau liquide au niveau de sa formation et qu'on l'a surchauffée pour n'avoir que de l'eau sous forme gazeuse. Donc peut-être que c'est un lien avec cette partie-là. Et si on la compare à une extraction classique avec de la vapeur humide, je pense que les constituants qu'on peut obtenir seront légèrement différents du fait de la température d'extraction qui est différente entre les deux process, mais sans certitude cette partie-là. Merci Cyril. Je rappelle à tous les participants que vous pouvez poser des questions également par chat, si vous souhaitez avoir des compléments d'information. Surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, ça nous l'avons vu. Les fonctions proprioceptives. Pourriez-vous, s'il vous plaît, simplement réexpliquer ce que sont les fonctions proprioceptives et confirmer qu'elles sont possibles grâce au système trigéminal? Je crois que Marlène, sur cette question, tu avais quelques éléments de réponse. Oui, donc, les fonctions proprioceptives sont les fonctions qui englobent plus le sens, on va dire, du toucher, puisqu'il s'agit des fonctions qu'on a à l'intérieur des joues, de la bouche, sur le palais, même de la gorge, qui sont de l'ordre de sentir la chaleur d'un ingrédient, sentir sa texture, si c'est craquant, si c'est mou, si c'est croustillant, ce genre de choses. C'est ça qu'on appelle les sensations proprioceptives, et c'est plutôt au fait de l'ordre du toucher, c'est-à-dire de la pression exercée par certains aliments ou leur chaleur. C'est pas directement lié au nerf trigéminal, même si il y a quand même un lien en fait. Le nerf trigéminal maxillaire 3 nous sert à sentir des perceptions trigéminales, c'est-à-dire c'est plus de l'ordre en fait chimique. Ça détecte certaines molécules comme par exemple la capsaïcine pour la chaleur du piment, la fraîcheur du menthol qui donne la fraîcheur de la menthe. C'est des choses un peu différentes des récepteurs proprioceptifs. Par contre, le sens de se toucher, donc je vous explique les textures, la chaleur, le côté aussi métallique par exemple, l'astringence, tout ce genre de choses se font
par des récepteurs spécifiques qui sont plutôt de l'ordre touché, mais qui sont reliés aussi au nerf trigéminal. Merci Marlène. Donc, question suivante. Peser une formule. Alors, que signifie peser une formule? Eh bien, exactement le sens littéral de la question. Peser une formule, c'est peser les ingrédients de cette formule. J'y réponds directement. Je remercie Cyril et Marlène de m'avoir confié cette tâche compliquée. Donc oui, peser une formule, c'est peser les ingrédients de la formule sur une balance. Voilà, dans le cadre de la formulation. Question suivante. Les notes chimiques. Il est difficile, il est difficile pour des non-chimistes de percevoir les notes chimiques comme les notes lactées et terpéniques. Auriez-vous des conseils de parfums, d'ingrédients ou d'huiles essentielles à odeur très caractéristique de ces dernières? Exemple, la coumarine, sur l'égal de l'huile essentielle de lavande, de céleri. Marlène, est-ce que tu as... Moi, j'ai un petit peu de mal avec le terme note chimique parce que je comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des... Parce que tout est chimique hein, dans la nature et d'autant plus dans la parfumerie. On parle vraiment même de l'essence de la chimie. Est-ce qu'on parle de notes qui font penser à des produits chimiques? Est-ce qu'on parle de notes pharmaceutiques? Est-ce qu'on parle de notes qui font penser à des détergents? J'imagine que c'est ça. Pour les notes lactées. Les notes lactées, c'est des notes que vous pouvez sentir très simplement sans partir dans les huiles essentielles, sans partir dans les parfums. Vous mettez votre nez au-dessus d'un yaourt, vous mettez votre nez au-dessus d'un lait qui commence à chauffer et vous sentez des notes crémeuses. Les notes lactées peuvent aller jusqu'aux notes beurrées. En fait, il n'y a pas vraiment de limite très franche. Concernant les notes terpéniques et les terpènes, donc les terpènes sont des molécules qu'on retrouve notamment dans les agrumes, dans le gingembre. C'est ce qui est responsable généralement du trouble des huiles essentielles si elles sont pas si on leur fait pas un traitement pour les déterpéniser. Et là, on est plus sur des notes qui peuvent emmener ce qu'on appelle une note sale, poussiéreuse. Je vous invite vraiment à sentir voilà de l'huile essentielle de gingembre qui n'est pas déterpénisée pour vous rendre compte qu'en fait c'est ce côté assez éthéré, produit d'entretien mais sale. Voilà, un peu poussiéreux. Les terpènes, ça correspond plutôt à ça. Pour la coumarine, j'aurais pas donné cet exemple-là. Je trouve pas que coumariner soit le descripteur principal de la lavande vraie. J'aurais plutôt tendance à dire la fève tonka, pour le coup, qui est vraiment l'huile essentielle représentante de la coumarine. Hein. D'ailleurs, elle en contient plus de 60%, ce qui est assez énorme. Il y avait quoi d'autre aussi? Le céleri, ça peut avoir des notes agrestes qui sont différentes des notes coumaриnées. Coumarinée, c'est une perception. Je sais bien qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées à décrire. On rencontre souvent ce problème sur le descripteur, évidemment, coumarinée, mais aussi sur les muscs. La coumarine, il faut imaginer une typicité foin et ce qu'on pourrait rapprocher de amandé. Mais là, par exemple, je vous invite vraiment à sentir de la fève tonka, c'est typique de la coumarine. Plus, je trouve, que la lavande. Et pour les terpènes, évidemment, l'huile essentielle de gingembre, par exemple, qui peut, ou même un huile de gingembre, qui peut donner des exemples. Pour les notes lactées, il y a deux choses assez primordiales. Il y a la différence entre les notes lactoniques et les notes lactées. Les notes lactoniques sont des notes qu'on retrouve dans des molécules qui sont souvent des lactones, d'où leur nom, et qui ont en fait plusieurs facettes, un côté assez gras au nez, mais aussi un peu carton et frais. C'est ce qu'on retrouve notamment sur la nonalactone qui donne la typicité de la coco, ou certaines lactones pour les pêches, les fruits jaunes, qui donnent des notes un peu grasses, poussiéreuses. Bien, merci Marlène. J'ai plein de questions là. Je crois qu'il y a une question intéressante qui est justement
Lorsqu'une molécule existe aussi dans le végétal, comment savoir si elle est naturelle, de synthèse, dans un parfum ou en cosmétique? Je crois que c'est une question que Cyril, tu nous entends, Cyril? Se fait ou Oui, va tout à pas? fait. Très bien. Tu as entendu la question ou pas? Oui, La oui, question parfaitement. Oui. a été posée par chat, par chat10. Lorsqu'une molécule existe aussi dans le végétal, comment savoir si elle est naturelle, de synthèse, dans un parfum ou en cosmétique? Alors, c'est une question récurrente qu'on a effectivement relativement souvent en chimie. Une des seules solutions au jour d'aujourd'hui qui nous permet d'avoir une information sur cette chose-là, c'est de doser le carbone 14. Ce sont des analyses en spectrométrie de masse qui coûtent très très cher. Un produit de synthèse, donc relativement récent, contiendra principalement du carbone 12. Et un produit naturel, lui, va avoir tendance à vieillir à son état naturel et à présenter une certaine abondance de carbone 14 ou de carbone 13. Donc ce serait réellement la seule façon où on pourrait s'en rendre compte, mais ce sont des analyses très coûteuses. C'est vrai que la naturalité ou les notes de synthèse, c'est une vraie problématique au jour d'aujourd'hui dans nos métiers, que l'on n'a pas encore forcément toutes les informations pour le résoudre. Merci Cyril. Je me permets de rajouter juste une chose, Cyril, je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'une molécule isolée, qu'elle soit synthétique ou qu'elle soit naturelle, à part pour ce que tu viens d'expliquer, mais est la même, enfin dans sa constitution. Il faut vraiment vous dire que c'est comme si on avait dupliqué, c'est comme si on avait cloné quelqu'un. Donc vous avez en face de vous le clone identique à la personne. Donc il n'y a pas d'interaction avec cette molécule qui sont différentes que la molécule naturelle elle-même. Et on utilise souvent des molécules synthétiques à la place de molécules naturelles pour plusieurs raisons, des raisons financières, des raisons aussi de facilité de process. Donc il y a aussi plein de raisons qui font qu'on utilise plus des molécules synthétiques que naturelles, mais ce sont exactement les mêmes. C'est leur façon d'arriver qui sont différentes, mais on copie exactement la nature. Oui, ce qui n'a rien à voir avec une molécule artificielle. Question que nous avions déjà évoquée lors de la première conférence. Pouvez-vous redonner la différence entre musc et ambre et quelle est la sécrétion du cachalot, ambre ou musc? C'est de l'ambre gris. Voilà, exactement. Il y a une différence entre l'ambre qu'on trouve naturellement, qu'on peut trouver en Afrique, qui est la cristallisation de quoi d'ailleurs, j'ai un trou. L'ambre gris? Non, pas l'ambre. Alors l'ambre, là j'explique l'ambre. La résine. Voilà, exactement. L'ambre, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Donc l'ambre, qu'on appelle l'ambre, c'est la cristallisation d'une résine, effectivement, qui est végétale, alors que l'ambre gris ce sont les sucs gastriques du cachalot, ce qui est totalement différent. Et une fois qu'il est dans l'océan, en fait, il calcifie et ça devient comme des petits cailloux qu'on arrive à récupérer. Et ça n'a pas du tout la même odeur. Il y en a un qui est résineux, qui peut être ce qu'on appelle évidemment ambré, du coup, avec des notes peut-être plus, ce sera peut-être plus compréhensible si je parle de notes plus orientales, notes mielées, alors que l'ambre gris, on est vraiment sur du muscle, on est sur des choses animales, et on n'a pas du tout ce côté mielé, oriental, boisé, c'est pas vraiment boisé, mais en tout cas mielé, je dirais. Merci Marlène. Oui, pour ce qui est du muscle, donc c'est le muscle est en général un muscle, le muscle auquel vous faites allusion, qui est un muscle naturel, c'est celui qui est issu du chevrotin du Tibet, et donc c'est un muscle aujourd'hui qui n'est quasiment plus exploité. Qui est interdit, qui est même interdit, voilà, pour la protection notamment de l'animal. Pour ce qui est de l'ambre gris, il faut savoir que le cachalot mange donc des calamars, et que le bec de calamar avait tendance à blesser son intestin, et que pour se cicatriser, eh bien, il avait tendance à former un énorme bloc qui était expulsé par voie naturelle ensuite. Et ce sont ces blocs d'ambre gris que vous retrouvez souvent sur les plages. Je vous souhaite d'en trouver parce que vu le prix que ça représente, ça peut être intéressant. Et donc, et c'est pas interdit parce qu'on ne tue pas l'animal. Voilà. Il peut y avoir des substances allergènes, il peut y avoir d'autres questions qui peuvent se poser, mais en l'occurrence, je crois que l'ambre gris à ce jour est encore quelques fois utilisé.
Donc voilà pour ce qui est du muscle, de l'ambre, de la différence qu'il peut y avoir, de la relation au cachalot. La spirule odorante et l'odeur coumarinée, cette plante s'appelle par l'organisation belge appelée Maitran, je ne sais pas. On a une question aussi sur la différence entre l'odeur du gingembre frais et l'odeur de l'huile essentielle de gingembre. Alors évidemment, les huiles essentielles n'ont pas l'odeur du gingembre frais. En tout cas, il faut l'imaginer comme une concentration des arômes qu'il peut y avoir dans le gingembre. Et une concentration aussi de ce qu'on a parlé tout à l'heure, les terpènes, une concentration de certaines molécules qui vont rendre l'huile essentielle plus éthérée, peut-être plus ce qu'on pourrait dire médicale, ou en tout cas qui ferait plus penser à des notes détergentes, mais concentrer aussi les notes terreuses. Donc non, ça n'a pas vraiment la même odeur. Alors évidemment, c'est proche, mais ça a une odeur plus concentrée qui soutient peut-être plus fortement des notes. Oui. Pour Véronique 37 posait une question également sur la création des parfums sans produits de synthèse, avec uniquement des huiles essentielles. Donc un parfum sans matière de synthèse ne saurait être un vrai parfum. Il est clair que l'avènement notamment de la synthèse au XIXe siècle a permis bien déjà donc de synthétiser des substances qui existaient à l'état naturel mais qui coûtaient extrêmement cher à extraire. Donc, je crois que c'est assez intéressant d'avoir recours à la synthèse dans ce cas présent. Et comme le disait Marlène à l'instant, la synthèse, attention, hein, la synthèse, c'est pas l'invention d'une nouvelle molécule, c'est dans l'absolu la copie. Cyril, tu n'hésites pas à me reprendre si besoin est, ou à compléter, c'est la copie à l'identique d'une molécule existante, l'atomistique, la construction, je dirais, de la molécule est la même. C'est bien ça, Cyril? Exactement, on va chercher à faire du mimétisme par rapport à la nature. Il faut être clair, c'est vrai que le développement et l'avènement de la chimie de synthèse est venu par rapport au coût d'obtention des matières premières et à un certain accès à certaines matières premières qui devient de plus en compliqué, qu'on ne peut plus extraire, donc que l'on fait de matières synthétiques. Il faut savoir que ça nous permet aussi de découvrir des molécules, puisqu'effectivement on a l'histoire de la vanilline, et maintenant on utilise plutôt de l'éthylvanilline qui n'est absolument pas présente dans la nature, elle, et qui a été découvert dans le cadre d'un processus de synthèse comme un coproduit, avec un gros avantage, c'est qu'elle est à peu près 5 fois moins chère à produire qu'une vanilline classique, et elle sent à peu près 5 fois plus fort. Donc on a un facteur 25 très intéressant par rapport à ce type de molécule. Et quand bien même elle serait artificielle, elle n'a pas de conséquences sur la santé, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. J'ai tendance à dire que même si elle est la classe artificiellement, si elle existe, par conséquent la nature est autour de nous et nous faisons partie intégrante de la nature, donc si elle finit par exister, c'est bien qu'elle fait partie quand même de l'univers au final. Ça c'est autre chose, mais concernant aussi les parfums qui seraient entièrement faits d'huiles essentielles, on a des gros problèmes aussi d'allergènes, parce qu'il faut savoir que les huiles essentielles peuvent, de par leur composition, de par leur concentration de certaines molécules, être allergènes, être irritantes pour la peau, et qu'il y a effectivement, il y a le côté coût, mais aussi le côté créativité. On ne pourrait pas avoir, c'est exactement comme si on donne à un peintre juste du jaune et du rouge et qu'on lui demande de peindre la même chose que quelqu'un qui aurait une palette entière de couleurs. Ça limite totalement dans la création. Ou alors c'est comme si on comparait, si on était resté avec la musique classique, les instruments classiques, on fait des choses merveilleuses, hein, mais que on fait des choses, on fait des choses merveilleuses, mais il faut imaginer que c'est comme si on avait annulé toute la musique électronique qu'on a découvert et qu'on a créée depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il n'y aurait pas toutes les créations sur lesquelles on chante, on danse, tout ce qu'on fait. Donc il faut vraiment le voir comme un bénéfice pour l'industrie, pour la création, pour l'inspiration, plus que comme un problème de savoir si c'est naturel ou pas naturel. Je sais que l'image de Grasse avec les enfleurages sur le film ou le livre Le Parfum, comme vous l'avez 1500, est très onirique et très agréable. Il faut se dire que c'est beaucoup une espèce de nostalgie marketing. L'industrie, ça évolue. C'est comme toutes les autres industries. L'industrie du parfum, ça évolue aussi. Et tant mieux, réjouissons-nous parce qu'on va pouvoir faire de très belles choses encore et encore.
Cyril, une question pour toi là, qui va particulièrement te passionner. L'utilisation du fluide supercritique dénonce-t-elle implicitement l'utilisation des solvants? Ça, je suis sûr que sur cet aspect-là, tu vas avoir un avis clair. Alors, il faut voir l'utilisation des fluides supercritiques comme une alternative à certains solvants, mais qui ne couvrira pas toutes les polarités de solvants. Typiquement, on n'obtiendra pas les mêmes choses qu'avec une extraction à l'eau, au méthanol ou à l'éthanol. On sera relativement proche de quelque chose comme l'hexane, par exemple, mais ça reste tout à fait une alternative. Alors les extraits fluides supercritiques, on en a un certain nombre sur le marché. Il faut savoir qu'ils ont quelques difficultés à passer auprès des professionnels, parce qu'ils apportent des notes et des facettes qui sont relativement différentes des produits auxquels ils peuvent être habitués. Donc c'est pas forcément un commerce très très utilisé dans nos métiers, même si toutes les plus grandes marques de fabricants comme Firmenich, Charabo, Robertet et autres ont des extractions supercritiques et ont des extraits qui sont proposés aux parfumeurs. Ça reste compliqué de les intégrer dans des parfums du fait d'une richesse peut-être plus importante que les extraits classiques. On a vu ça notamment sur des concrètes de rose ou des absolus de rose qui étaient passés par CO2 supercritique ou par voie classique et qui sont un peu différents. Merci Cyril. Les matières de synthèse sont-elles dangereuses pour la santé, Marlène? Alors, je réponds une dernière fois, non. Les matières synthétiques ne sont pas plus dangereuses pour la santé que des matières naturelles. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple tout bête. Le cyanure est naturel et si vous en prenez même une toute petite quantité, vous mourrez. C'est bien que la nature ne fait pas que des choses qui sont bonnes pour nous, les humains, et la synthèse non plus. Donc, effectivement, il y a des molécules, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient synthétiques, dans la législation sont limitées parce qu'on a trouvé qu'à forte dose ou des choses comme ça, elles pouvaient, mais c'est très réglementé et les industries ne peuvent pas se permettre de mettre des molécules, qu'elles soient naturelles, synthétiques ou artificielles, dans les quantités qu'ils veulent, dans n'importe quel sens, sans être approuvées par la législation et puis par les corps de recherche sur la santé. Gérard 7, dans une famille comme le chiffre, par exemple, quel est le degré de liberté dans la composition par rapport à l'accord de base? Quel niveau des produits de départ dans la formulation faut-il respecter? Est-ce que tu as une idée sur l'accord chiffre? Un accord, c'est pas une recette, c'est plus une sensation qu'on pourrait avoir olfactivement parlant. Donc, il n'y a pas une recette qui donne le chiffre, c'est telle quantité, telle quantité. Déjà parce que ça dépend des matières premières qu'on utilise, évidemment, qui n'ont pas forcément les mêmes de leur dilution, de plein de choses. Donc c'est plus, je dirais, il me semble, une sensation olfactive d'avoir en fait un accord. C'est comme en musique, on se dit, ça sonne pas faux, ça sonne à l'unisson. Et bien olfactivement, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les matières et on n'arrive pas à dissocier l'une et l'autre. Voilà, ce serait un peu une définition de l'accord, une espèce d'harmonie entre plusieurs matières premières qui donne une sensation olfactive, comme si on avait créé un nouveau produit et qu'on n'arrive pas à identifier c'est de la lavande avec des notes végétales, etc. Mais plutôt un accord, une nouvelle harmonie. Merci. Est-ce qu'on peut revenir à ce moment-là au slide, Christian, s'il te plaît? On va reprendre à ce moment-là le cours des questions qui avaient été posées par les différents MOOCers avant ce point. Je vois aussi que tout le monde parle de DL50, etc. C'est exactement ce que j'expliquais, c'est la dose qui fait le poison. Évidemment, si par exemple vous aimez le chocolat, mais que vous en consommez 5 litres par jour, vous allez être pas bien et pas en bonne santé. Alors, il faut savoir que les doses, suivant les ingrédients ou les molécules, varient. Il y en a, pour certaines molécules, c'est des toutes petites, en traces infimes quantités, et d'autres des très grandes. Mais voilà. Après, effectivement, on est obligé d'avoir des indications sur quelle est la quantité maximum la quantité maximum. Et ça, c'est des tests qui sont faits, c'est normal. Après, la dose létale,
bon, 50, c'est quand même pas courant, puisque une dose létale, il en faut quand même une certaine quantité. On parle de matières premières qu'on utilise en parfumerie, hein, je parle pas de cyanure. Ce serait vraiment des doses très très importantes. Comme vous remarquez, hein, Marlène est très orientée cyanure. Non, mais c'est un exemple. Non, mais j'essaie de vous donner un exemple concret. N'allez pas dîner chez elle. Notes chimiques, il est difficile pour des non-chimistes de percevoir les notes chimiques comme les notes lactées et terpéniques, ça on l'a vu. Spectre d'absorption, ça c'est une question pour Cyril. J'ai eu des difficultés à comprendre les spectres d'absorption. Pourriez-vous s'il vous plaît résumer ce qu'il est important de retenir en lien avec la chromatographie? Cyril, est-ce que tu peux nous éclairer? Alors effectivement, là on est sur deux parties différentes d'une analyse chromatographique. Donc la chromatographie, typiquement vient du grec, hein, c'était la séparation des colorants à la base. Donc je crois que le grec c'est chromos, il me semble. Qu'est-ce qu'on va faire avec une chromatographie? C'est qu'on va séparer différentes molécules les unes des autres dans un mélange complexe. Donc ça, on va utiliser des colonnes, on va utiliser des solvants si on est en liquide, on va utiliser du gaz, de la température si on est en chromatographie gazeuse. Mais pour voir si les molécules sont séparées, il faut pouvoir les détecter. C'est-à-dire que si on ne met pas de détecteur derrière une chromatographie, on ne verra rien. Et c'est dans la partie détection où le spectre d'absorption, lui, va avoir son importance. Donc on a typiquement les spectres d'absorption qu'on peut avoir en UV ou en infrarouge. Ce sont des phénomènes d'absorption d'énergie par des électrons principalement ou par des liaisons. Alors les électrons, on va les exciter, c'est-à-dire qu'on va les changer de niveau d'énergie quand on est en UV par exemple, on leur apporte cette énergie et quand ils vont redescendre à leur état initial, ils vont relarguer, émettre quelque chose, donc ça peut donner de la fluorescence par exemple. Et puis quand on fait de l'infrarouge, là on va exciter les molécules et elles vont se déformer. Donc on va avoir des liaisons qui vont s'allonger, se réduire, ou des déformations qu'on appelle rocking, twisting. Il y a plein de termes que vous pourrez trouver un peu sur Internet sur les différents modes de vibration. Donc là on est sur de la spectroscopie vibrationnelle, mais on a bien une absorption de l'énergie infrarouge fournie qui va agir sur la molécule en elle-même et qui va, en se désexcitant et en revenant à son état initial, réémettre quelque chose. Merci Cyril. Donc les spectres d'absorption, nous l'avons vu. Les spécificités olfactives, concernant les spécificités olfactives à travers le monde, vous avez abordé le Moyen-Orient, l'Amérique et l'Asie. Qu'en est-il de l'Afrique? C'est une question qui a déjà été abordée également par chat. Y a-t-il des préférences particulières en Afrique? Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'informations effectivement sur les parfums, sur les préférences olfactives africaines. Il se trouve que, je vais tendance à dire, enfin, on en connaît certaines, mais c'est un continent à part entière, l'Afrique, comme vous le savez, et il y a énormément de régions. Et donc, je dirais que les pays du Maghreb sont naturellement des pays qui sont plus avec des parfums. On va retrouver des parfums orientaux. C'est en fonction. À Madagascar, on va peut-être retrouver des parfums peut-être plus en lien avec peut-être des ingrédients ou des matières premières locales. Et encore, ça n'est pas automatique. Nous évoquions ces questions tout à l'heure. C'est pas parce que le vétiver je dirais, est cultivé à Haïti que pour autant il y a une tradition parfumière à Haïti et qui tourne autour du vétiver en l'occurrence. Donc voilà, c'est plutôt des parfums en général plutôt puissants, mais je n'ai pas d'avis très clair en la matière sur cette question. Marlène, est-ce que tu as toi quelques éclairages? J'ai pas de connaissance du marché africain sur les parfums pour répondre à cette question, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc j'ai pas de réponse à vous emmener. Par contre, vous avez regardé dans la séquence, alors je ne sais pas si vous l'avez encore regardé, vous pourrez la regarder, dans la séquence 4, Joanne Vitray. Je vous invite, si vous avez des questions, à le contacter, puisqu'il a aussi une branche en Afrique de distribution de parfums. Et lui sera vraiment très amené à vous parler effectivement des tendances qui peuvent survenir en Afrique en matière de spécificité olfactive. Donc, je vous encourage vivement à lui envoyer un petit mail. Et je pense que ce sera une joie en fait, de vous répondre sur ce sujet.
C'est une bonne idée. Merci Marlène. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Alors, ça, on l'a vu. Mécanisme d'olfaction. Hors forum. Pourriez-vous expliquer le mécanisme qui se met en place au niveau du bulbe olfactif ou échange d'informations quand par exemple on ne sent plus une odeur dans une pièce dans laquelle nous sommes depuis un certain temps? Si par hasard on en sort pour y revenir quelques heures plus tard, on réalise la présence de l'odeur agréable ou désagréable on l'oublie très vite, contrairement à des personnes nouvellement arrivées. Je crois que Marlène, tu avais sur cette question un élément de réponse à apporter. Oui, il faut vous dire que votre cerveau essaye de choisir les informations. En effet, on est des êtres sensitifs avec nos sens qui fonctionnent H24 tout le temps, constamment. Et pourtant, par exemple, quand vous êtes dans le métro, il y a beaucoup de bruit et vous arrivez à discuter avec la personne avec qui vous êtes sans faire attention en fait aux conversations autour de vous. Pourtant, le bruit arrive bien à votre oreille. Il est toujours là, il est toujours de la même intensité. Et bien ça, c'est la sélection du cerveau. C'est-à-dire qu'il puise son énergie à se concentrer sur des choses importantes et c'est ce qui se passe avec la rémanescence quand on s'habitue à une odeur. C'est-à-dire que vous êtes dans une pièce, il y a plein de molécules volatiles. Donc d'une certaine odeur, je dis n'importe quoi. Je prends un exemple très simple. Imaginons, vous avez une pièce, il y a plein de vanilline. Il y a plein de vanilline très volatile dans toute la pièce. Cette vanilline, elle arrive par olfaction directe à votre bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, il identifie que c'est de la vanilline, il envoie le message à votre cerveau et vous vous dites tiens, ça sent la vanille. Ou même sans l'identifier. Hein. Des fois, on sent des odeurs, ça arrive au cerveau comme quand on sent une odeur, mais on n'arrive pas à l'identifier. Ce qui se passe, c'est que ce flux, en fait, vu qu'il y en a beaucoup dans la pièce, que vous êtes enfermé et qu'il n'y a pas d'air et qu'il n'y a pas d'autres molécules, on va dire, ce flux arrive constamment, il ne s'arrête pas. Il arrive constamment à votre nez des molécules de vanilline. Et le bulbe olfactif, à un moment, il comprend en fait que ce flux va pas cesser et au lieu toutes les millièmes de seconde d'envoyer à votre cerveau c'est de la vanilline, c'est de la vanilline, c'est de la vanilline, quelque chose d'un peu redondant, il met l'information de côté. Et c'est plus traité par votre cerveau. Et donc, du coup, quand vous allez sortir de la pièce et que vous allez sentir une autre odeur, il y a à nouveau des nouvelles molécules qui vont arriver dans le bulbe olfactif et ça va réactiver l'interprétation. Et quand vous allez revenir dans cette pièce, vu que voilà, il n'y aura pas l'habitude, et vous allez à nouveau sentir l'odeur que vous ne sentiez plus. Donc ça, c'est en fait, c'est un petit détour de votre cerveau, tout simplement pour se focaliser sur les choses importantes, parce que quand vous êtes dans cette pièce, que vous sentez la vanilline, vous n'avez pas besoin, si vous voulez, de savoir toutes les millièmes de seconde que ça sent la vanilline. Votre cerveau, il peut vous dire au début, vous savez que ça sent la vanilline, et puis après, je sais pas, dans cette pièce, il faut que vous fassiez, je dis n'importe quoi, écrire une lettre. Ben, votre cerveau, il a besoin de se concentrer sur écrire une lettre, qu'est-ce qu'on écrit, etc. Et de pas multiplier l'information, j'écris une lettre et puis en même temps, je suis concentrée sur je sens la vanilline, je sens la vanilline, je sens la vanilline. Voilà. Merci Marlène. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la distillation fractionnée notamment? Vous nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit? Ben, je vais laisser Cyril, sur les méthodes d'extraction, sur la méthode d'extraction tu peux nous éclairer sur la distillation fractionnée notamment et en quoi est-ce que la distillation fractionnée permet de retirer des allergènes ou notamment des terpènes ou autres? Alors, la distillation fractionnée, effectivement, ça va plus être une méthode qui va nous permettre de rectifier un extrait brut. On va servir des points d'ébullition de chacun des constituants pour les évaporer de manière successive et en fait les recondenser les unes après les autres pour récupérer différentes fractions de certains produits. Alors effectivement, on peut enlever certains allergènes avec cette méthode-là, mais on a maintenant d'autres méthodes plus efficaces que la distillation fractionnée. On fait de la chromatographie sur colonne, mais avec des dimensions qui sont beaucoup plus importantes que la partie analytique. On va avoir des colonnes qui vont être jusqu'à 10 à 15 fois plus grosses, qui vont permettre de séparer des quantités plus importantes et de sélectionner ou de fractionner encore de manière plus fine que la distillation où là on est obligé d'utiliser de la chaleur. On parlait tout à l'heure de matières premières naturelles, il faut savoir qu'on a un gros renouveau maintenant des méthodes que l'on appelle l'éco-extraction. Donc on est là pour respecter l'environnement, pour baisser les coûts énergétiques, pour respecter un petit peu le patrimoine qu'on va laisser derrière nous. Donc on va utiliser des nouvelles technologies qui vont nous permettre de s'affranchir de ce genre de choses.
Merci Cyril. Bien, revenons à nos questions. Tiens, volatilité des molécules. Existe-t-il un tableau ou un document permettant de classer les principales molécules selon leur volatilité? Il serait trop grand. Effectivement, alors la volatilité, on va effectivement la caractériser principalement par rapport au point d'ébullition. Il faut juste comprendre une chose, c'est pas parce qu'une molécule a un point d'ébullition de 200 degrés qu'elle n'est pas volatile. Qu'est-ce qui va se passer à température ambiante? C'est que la molécule va quand même avoir un équilibre entre la partie liquide et la partie gazeuse. La seule chose que l'on va faire quand on va chauffer, c'est qu'on va augmenter la vitesse de cet équilibre, donc on va faire passer plus de molécules dans la partie gazeuse. Et en fait, ces molécules volatiles, ce sont ces molécules qui vont sentir, enfin que l'on va pouvoir sentir, qui vont arriver jusqu'à notre nez. Mais on peut avoir des molécules qui ont un point d'ébullition effectivement de l'ordre de 240, 250 degrés sans problème et qui sont considérées comme volatiles. C'est-à-dire qu'à température ambiante, il y a quand même une quantité de cette matière qui est capable de passer à l'état gazeux et que vous allez pouvoir vous sentir quand elle va arriver au niveau de votre nez. Merci Cyril. Peut-être une question qui te concerne également Cyril, à propos de l'alcool. L'alcool est-il dénaturé et avec quel produit si c'est le cas? Parce qu'apparemment tous les alcools dénaturés auraient une odeur. Est-ce que tu as un avis sur cette question? Alors c'est vrai que la plupart des dénaturants ont une odeur. Il faut savoir que dans la réglementation, un parfumeur peut utiliser de l'alcool dénaturé ou non dénaturé, considérant que l'utilisation d'une huile essentielle dans un produit alcoolique va dénaturer l'alcool et le rendra ainsi impropre à la consommation. C'est le principe même de la dénaturation, c'est pour que les gens ne le boivent pas en fait. Après, il en existe tout un panel. Moi, quand je travaillais en industrie parfumerie, on travaillait avec des phtalates, des thiophtalates notamment, dénaturants. Maintenant, c'est vrai que les phtalates ont mauvaise presse, donc il y a d'autres choses qui sont ajoutées et qui peuvent avoir une odeur. Donc il y a eu une grosse étude qui a été lancée à peu près 1 an, je crois, par la FEBA, qui est l'organisme qui règle un petit peu toute la réglementation parfumerie, qui a testé une quarantaine de dénaturants pour savoir en fait lequel pouvait avoir le moins d'impact. Et ça a été fait sur des panels de nez professionnels pour essayer de trouver le meilleur compromis, mais il n'y en a pas forcément au jour d'aujourd'hui. Donc chaque société peut utiliser un peu son dénaturant, sachant qu'il est quand même soumis à des règles strictes quand on achète de l'alcool non dénaturé, puisque ce sont des milliers et des milliers de litres. Donc là, on a un vrai cahier des charges qui est soumis à l'utilisation. Comment est-ce que je l'ai utilisé, quelle quantité, quel jour. Et je dois être capable de justifier si j'ai rentré 1000 litres d'alcool dans ma société. Je dois être capable de justifier où sont partis les 1000 litres pour être sûr que des gens n'aient pas pu en prendre et consommer, par exemple. Merci Cyril. Question de Gérard 7. Existe-t-il des livres d'aide à la création et à la formulation des parfums qui seraient considérés comme des basiques? Alors, des livres sur la parfumerie, il en existe beaucoup, beaucoup. Je vous invite aussi à aller voir à l'Osmotech qui a une très bonne bibliothèque en fait d'ouvrages très intéressants sur la parfumerie. J'ai envie de vous dire, apprendre à créer dans un livre, c'est compliqué. C'est comme si je vous disais apprendre la sculpture dans un livre. À un moment, il faut mettre les mains dedans, quoi. C'est-à-dire que vous avez l'apport théorique, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du sensoriel. Et donc, à un moment, il faut utiliser ses sens, et donc il faut sentir des matières. Ce sont des métiers où on doit beaucoup, beaucoup travailler, notamment sa mémoire olfactive, l'identification des molécules, et donc du coup, beaucoup, beaucoup sentir des molécules, sentir des parfums, et puis on est encore dans un monde où malheureusement ou heureusement, je sais pas, moi j'aurais tendance à dire malheureusement parce que je trouve que ça pourrait être démocratisé, mais on ne peut pas avoir accès quand on est grand public à des molécules simples. C'est pour l'industrie. Et donc du coup, pour s'entraîner chez soi, si on ne fait pas partie d'un programme de formation comme Musica, notamment, qui forme quand même, bah oui, bah évidemment, qui est quand même un organisme formateur, et du coup, où on n'est pas dans quelque chose d'autodidacte et théorique dans les livres, mais où on apprend vraiment la formulation, à sentir, le pratique et le concret. Merci Marlène. Je crois que tu voulais répondre également à la question sur les bonnes ou les mauvaises odeurs. Les bonnes et les mauvaises odeurs ne sont-elles que culturelles? Comment peut-on alors évaluer les dysosmies? Alors,
Donc, les bonnes et les mauvaises odeurs, c'est un peu multifactoriel. Il y a évidemment, c'est culturel, évidemment. Par exemple, en Asie, le fromage, pour eux, c'est quelque chose de très très compliqué. Alors maintenant, on s'y met évidemment. Hein, les mondialisations font que les gens veulent consommer des produits exotiques. Donc, par exemple, du fromage français pour un asiatique, c'est exotique. Donc, on s'y met. Après, ils se demandent comment on peut consommer des produits qui ont cette odeur-là, qui est répugnante pour eux. De même que nous, le durian, qui est un fruit asiatique, qui a une odeur vraiment horrible, hein, au point où elle est interdite de transport en Asie. On n'a pas le droit de l'emmener dans les transports publics, c'est pour vous dire l'odeur que ça a. Pourtant, ça a quand même bon goût. C'est ça qui est drôle. C'est quelque chose qui est insupportable pour nous. Les œufs de 100 ans, par exemple, qui est une tradition en Asie, sont des œufs, en fait, qui sont cuits à la chaux, qui deviennent translucides et noirs, comme si ils avaient moisi, hein, tout simplement. Ils ont une odeur très soufrée et un goût différent. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose, nous, en Europe, qu'on ne comprendrait pas de consommer. Donc, effectivement, le bon et le mauvais, c'est en rapport avec la culture, mais c'est aussi en rapport avec sa propre éducation. Si depuis tout petit, on vous dit que vous êtes élevé et qu'on vous dit que la vanille, c'est l'horreur, c'est horrible comme odeur, et ben vous allez être conditionné pour vous dire que la vanille, oui, c'est compliqué quand même. Donc, il y a effectivement ça, l'expérience, l'éducation, l'expérience. Si on a été exposé à une odeur pendant qu'on a vécu quelque chose qui a été traumatisant, il se peut qu'on la rejette. Moi, j'ai un exemple très concret, hein, la fondue savoyarde. J'ai été très malade quand j'étais petite. Et malheureusement, maintenant, depuis l'âge de mes 8 ans, l'odeur de l'alcool à brûler me rappelle vraiment cette nuit où j'ai été malade et me ferait vomir. C'est quelque chose que je ne peux plus du tout sentir, alors que j'adorais ça. Donc, on voit vraiment que notre expérience de vie est aussi un facteur qui fait qu'une odeur est bonne ou elle est mauvaise pour nous. En ce qui concerne les maladies cérébrales liées à l'olfaction, comment les discerner, c'est tout simple. Hein. Il y a différentes maladies. Est-ce que c'est des phantosmies, c'est-à-dire que vous sentez des odeurs qui n'existent pas, ou est-ce que c'est, comme on l'a dit, des dysosmies, c'est-à-dire que quand les molécules, par exemple, de la vanille, par exemple la vanilline arrive à votre nez, votre cerveau, au lieu de l'interpréter comme de la vanille, il y a un dysfonctionnement, il l'interprète comme, je sais pas, un œuf pourri, n'importe quoi, mais voilà. Et ça, c'est cérébral, c'est-à-dire que c'est une mauvaise traduction de votre cerveau du message chimique. Il doit le message chimique, c'est-à-dire la molécule qui arrive, qui est détectée par votre récepteur, elle doit se transformer à un moment en message électronique pour arriver à l'information cérébrale. Et du coup, c'est au niveau de cette traduction où il y a un problème. Comment le voir? Très certainement, c'est des gens qui, par rapport à leurs congénères, sentent une odeur qui vraiment trouve que c'est répulsant, alors que les autres trouvent que c'est très agréable, par exemple, ça pourrait être un facteur. Voilà. Après, comme je vous dis, par exemple, moi, l'odeur de l'alcool à brûler, je pense pas que les gens trouvent ça horrible. Et moi, je trouve ça horrible. Donc, mais ça, ce sont des tests cérébraux qu'on peut faire pour c'est des choses qui se voient cérébralement, je veux dire, sur un scanner, etc. Merci Marlène. Christian, on peut passer à la question suivante, qui est une question. Oui, quels sont les livres que vous nous conseilleriez de lire, ou les vidéos, les ressources qui pourraient permettre de compléter ce MOOC? Ça recoupe également une question qui a été posée sur chat concernant, je ne sais plus de qui, je m'en excuse. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller comme ouvrage et comme livre? Alors, Marlène, toi qui as des ouvrages plein la tête, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Je vous conseillerais déjà de lire donc c'est biannuel, hein, vous en avez 2 par an de numéros, la revue Nez, la revue olfactive, qui est quand même pleine de bon sens, de culture sur l'olfaction, sur le goût, c'est fantastique. Donc ça, je conseille en lecture. C'est Nez comme le nez. NEZ, tout à fait. Voilà. Nez, la revue olfactive. Je conseille également de lire le dernier livre de Jean-Claude Héléna, qui est très bien.
également Première matière, un livre qui est sorti l'année dernière, qui a été écrit par la blogueuse Journal du Nanosmic, qui est très pertinent aussi. Et puis après, il y en a plein. Je vous recommanderais pas des livres académiques parce que je sais pas si vous avez pu le voir, je suis pas très académique. Donc, je serais plus voilà sur des ouvrages, des récits de vie de gens qui abordent un sujet sur l'olfaction très très précis. Merci et Marlène. puis surtout de l'ISICA, hein, je veux dire. Toujours. Voilà. C'est la référence. C'est le carrefour, le point de rendez-vous, je dirais, de tous ceux qui veulent en savoir plus sur la partie microscopique et les arômes. Il y a plusieurs questions qui sont posées par chat et qui sont un petit peu liées. Quel est le lien entre odeur et hormones? Y a-t-il des odeurs que l'on sent inconsciemment? Alors je dis qu'elles sont un peu liées parce que vous faites certainement allusion aux phéromones et au système voméronasal. Alors, on va peut-être pas le développer ce soir et dans le cadre de cette webconf, parce qu'alors là, on en a pour, c'est pas une heure qu'il nous faut, c'est quasiment la nuit. Par contre, je vous invite à aller voir la réponse qui a été faite par Raj Gurden, qui intervient dans ce MOOC, et réponse qui a été faite à Fragosphère, un MOOCeur qui a posé des questions donc sur cette thématique notamment. Et je crois que déjà vous aurez quelques éléments de réponse assez précis de la part de Raj Gurden. On peut revenir, Christian, au slide. Merci. Problème de formulation de la part de Biofun. Pour ma part, j'ai voulu commencer mon apprentissage et j'ai acheté de l'alcool pour fruits à 45 degrés. Impossible de se procurer de l'alcool à 90 ou 96 degrés en pharmacie et quelques huiles essentielles. J'ai eu envie de tester la formule de Richard 69. Il s'agissait d'une interprétation de l'eau de Cologne de Napoléon. Mon mélange n'est pas homogène. Les huiles s'obstinent à former une couche au-dessus de l'alcool et dû au faible degré d'alcool. Vous avez la réponse dans la question, c'est parfait. C'est bien. Ah oui. C'est dû au degré d'alcool. Le degré d'alcool qui n'est pas suffisant. Voilà, donc il faut effectivement élever le niveau d'alcool. Cyril, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, cette question? Non, en fait, tout simplement, c'est ce qu'on utilise dans le principe d'hydrodistillation. C'est-à-dire que les huiles essentielles, pour la plupart, sont pas solubles dans l'eau. Donc, si une grosse quantité d'eau, ben, en fait, les molécules sont insolubles. Cyril, peut-on avoir deux molécules différentes, mais de même masse sur le spectre de masse? Oui, j'ai vu passer cette question. Effectivement, c'est ce qu'on appelle des isobars. Donc, typiquement, on a des produits, tout un tas de molécules de même masse, mais qui vont avoir des structures développées différentes et qui peuvent se sentir effectivement différemment. De plus, avec la sensibilité de la masse entre une masse basse résolution qu'on peut utiliser nous classiquement en GCMS et une masse haute résolution, on va encore avoir ce phénomène plus important dû à la présence de certains isotopes naturels de carbone, d'hydrogène, d'oxygène qui vont donner des masses très proches mais qui seront en fait totalement différents. Donc on est réellement sur des isobars. Donc isobars, ça veut dire qu'ils ont exactement la même masse sur un spectromètre de masse. On dit si bien Brusicor 02. Merci Cyril. Pendant qu'on parlait, Richard 69 nous fait savoir qu'il a déjà commandé de l'alcool. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. Ça va vite, hein, il faut suivre. Bien. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Méthode de formulation de Fabio Meloni. Quelles sont les, je crois que Fabio Meloni, mais j'ai vu votre nom tout à l'heure s'afficher, je crois que vous êtes connecté. Quelles sont les techniques de formulation ou de création au-delà de la méthode Jean-Carl qui permettent techniquement de créer une composition olfactive? Marlène, sur cette question, qu'est-ce que tu serais tenté de répondre? On va dire que je suis influencée, mais je serais tentée de répondre à de Bolisica. C'est bien, déjà. En tout cas, une formation long terme sur l'olfaction, je le répète, c'est beaucoup de chimie, c'est beaucoup de travail d'olfaction, de matières premières, de reconnaissance à l'aveugle, de connaissance aussi, de la réaction des molécules entre elles. Donc c'est là où il y a beaucoup de chimie également. Ensuite, il y a aussi
quelque chose qui est de l'ordre du mystère, mais c'est l'inspiration. Je veux dire, il y a des très bons, je reprends toujours la peinture, hein, j'aime bien donner des exemples sur les autres sens. Vous avez des très bons reproducteurs de peinture, par exemple en Chine, on est capable de faire des Rembrandt où on ne voit pas la différence, il y a des experts qui s'y penchent et qui ont du mal à détecter la différence, et pourtant ce sont des gens qui ne sont pas capables de créer à nouveau. Donc je dirais que le talent peut se porter sur des choses différentes. Il y a des gens qui sont très bons dans la reproduction, il y a des gens qui sont très bons dans la recherche, il y a des gens qui sont très bons dans la création. Et ça ne s'invente pas. L'esprit créatif, j'aurais pas de réponse à vous donner. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'inné. Il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi de l'inné dans la création. Et attention, quand on parle évidemment du métier de parfumeur, moi j'ai beaucoup travaillé avec le parfumeur Christophe Le Damiel, et qui m'a toujours dit, après être sorti d'une école de parfumerie, là où normalement on a un diplôme, on peut être parfumeur, il faut encore 10 ans d'expérience en tant que parfumeur pour dire qu'on est parfumeur. Voilà. Ce qui montre que le chemin est long, et je le confirme, 12 à 15 ans quelquefois je dirais, de travail et d'accompagnement d'un parfumeur. Nouvelle question, donc routine de travail, process de création. Donc la question a été posée en anglais. J'aimerais savoir comment fonctionne au quotidien le parfumeur et l'évaluateur de parfum, quelles sont leurs routines de travail, comment fonctionne également le processus de formulation. Le parfumeur crée-t-il de nouveaux mélanges à partir de petits changements dans l'existant? Le parfumeur crée-t-il la formule à partir de zéro, créant chaque note avec une quantité impressionnante d'ingrédients? Bon. Quelques questions là qui sont soumises. Je peux déjà moi donner quelques éléments de réponse, au moins apporter quelques éclairages. La relation entre l'évaluateur et le parfumeur dépend de la taille de l'entreprise, dépend des habitudes de l'entreprise. Quelquefois, il n'y a pas d'évaluateur. Quelquefois, il n'y a pas d'évaluateur dans certaines entreprises. Parlons notamment des parfumeurs de niche, notamment. Il n'y a pas d'évaluateur dans les parfumeries niche en général. C'est le parfumeur qui fait office de parfumeur, de créateur, d'évaluateur. Dans les sociétés de composition, les métiers sont beaucoup plus segmentés, beaucoup plus professionnalisés. Donc, on va souvent retrouver un tandem ou des tandems entre les évaluateurs et les parfumeurs. Les évaluateurs étant un peu chargés souvent de jouer l'intermédiaire entre le service marketing et le parfumeur et de traduire les volontés de l'un et les volontés de l'autre, ou éventuellement les volontés de l'un et, je dirais, les talents de création de l'autre. Et de mettre tout cela, de faire en sorte que tout ce petit monde puisse s'entendre. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre dans la question? Pardon, Christian, parce que là, je ne vois plus les questions. Merci. Est-ce qu'il crée à partir de zéro? D'une manière générale, non. On ne crée plus de zéro aujourd'hui. Vous l'avez certainement remarqué, parmi les produits, déjà, vous avez vu les lancements qu'il y a chaque année. Les lancements de parfums ont été multipliés pratiquement par 10 en 20 ans. Chaque fois qu'un parfum réussit, marche bien d'un point de vue commercial, il est aussitôt copié. Donc, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a que les parfumeurs s'inspirent les uns les autres. Au-delà de ça, il y a aussi des bases. Des bases. Voilà. Tout à fait. Ils ont sur étagère des bases qu'ils réutilisent et qu'ils vont facetter à loisir et qu'ils vont réutiliser. Donc, ce sont les fameux accords. Ça peut être également des bases un petit peu différentes de ces accords qui ont eux-mêmes été déjà facettés d'une certaine manière pour servir de base olfactive pour de nouveaux parfums. Et ce sont ce sont des parfumeurs qui créent les bases, c'est-à-dire que leur métier, c'est de créer des bases pour d'autres parfumeurs qui vont faire des créations. Voilà. Donc, il existe beaucoup de bases de fruits, notamment, c'est-à-dire, je sais pas, un abricot. Il y a plein d'exemples, hein, mais ou alors on essaie de créer un peu une base fruit qu'on va utiliser dans une composition pour un rondeur. Donc, on parle de ça. Il faut savoir aussi que les parfumeurs peuvent faire souvent des créations, enfin souvent. Il faut savoir que c'est un marché concurrentiel, c'est-à-dire que c'est comme un appel d'offres. Sur un projet, le brief marketing va faire travailler plusieurs parfumeurs, plusieurs binômes parfumeurs-évaluateurs, et ce sera le projet qui plaît le plus à la marque qui sera sélectionné. Mais
les autres qui ne sont pas sélectionnés ont quand même fait des créations. S'il y a des créations vraiment qui leur plaisent, ils sont amenés des fois, 2 ans plus tard, à repenser à cette création qui n'a servi pour personne, à dire qu'elle était bien, que pour ce brief-là, elle collerait bien si on modifiait juste un petit peu ça, etc. Et donc, on repart sur des anciennes créations qui n'ont pas forcément été commercialisées, qui n'ont pas vu le jour, mais qui étaient pourtant intéressantes, mais qui n'ont pas assez répondu au brief de la marque, qui correspondaient moins et qui sont réutilisées par la suite. Merci Marlène. Christian, est-ce qu'on a d'autres questions? On dépasse un petit peu le temps imparti. Senteurs captifs de grandes sociétés. Question en anglais. Certaines grandes sociétés de parfumerie prétendent avoir des senteurs captives uniques qui leur sont spécifiques. Avec la technologie actuelle d'identification et de perception des senteurs, est-ce possible? Est-ce que Marlène ou Cyril, est-ce que tu veux répondre? Écoute, effectivement, c'est une question qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'une molécule en elle-même peut être protégée. Donc elle va être brevetée par une société. Donc toutes les grosses sociétés comme Firmenich, IFF ont des molécules brevetées sous copyright que les autres ne peuvent pas utiliser. Après, on peut essayer de se rapprocher des odeurs de ces molécules, mais on ne pourra pas refaire la même molécule et vouloir nous la vendre sur le marché sans s'exposer à un problème de dépôt de brevet. Merci Cyril. Peut-être que je remette le micro pour que vous m'entendiez. Petite réponse à Benani Nour sur le chat. Parfois, on a recours à la page Facebook pour y publier nos exercices, vu qu'on ne peut télécharger ni photos ni fichiers sur le forum de discussion du MOOC. Est-ce que ce sera pris en compte et noté? Alors, théoriquement, il n'y a que le forum de discussion qui est noté. Alors, je regarde également ce qui est publié sur Facebook, mais ça fait beaucoup de messages qu'il faut. Il peut y avoir, à titre indicatif, il y a entre 50 et 80 messages qui sont postés sur le forum de discussion chaque jour. Donc, si je rajoute en plus la centaine de messages qu'il y a sur Facebook chaque jour, c'est assez énorme à traiter. Donc, je vous demanderai, dans la mesure du possible, en effet, de bien vouloir le poster sur le forum de discussion et je vais voir pour quelles raisons on ne peut pas poster de photos ou de fichiers sur ce forum. Je regarderai ça dès demain. En tout cas, merci pour la question parce que elle fait sens en l'occurrence, elle est pertinente. Il y a une question sur Montpellier. Alors, vu qu'on n'est pas que chauvin, on va pouvoir leur dire quand même, mais il y a une formation effectivement sur les arômes et sur les parfums à Montpellier qui est à la fac de Montpellier. C'est une des seules en France avec les ICA et l'ESP. Voilà. On va faire en plus de la pub pour les concurrents. Non, mais on ne fait pas de la pub, mais on demande si ça existe à Montpellier, donc je réponds que oui, effectivement. Vous verrez que je ne prends pas partie. On peut passer à la suite des questions. Merci. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clore, je dirais, de clôturer cette webconf? Est-ce qu'il y a je vois qu'il y a encore des échanges qui s'affichent dans le chat, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement de questions clairement exprimées dans les médias. J'espère avoir répondu à peu près, je dirais de façon quelquefois un petit peu pêle-mêle à toutes les questions que vous vous posiez. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à tout de suite m'envoyer un chat dans ce sens. Nous essaierons avez-vous des bons plans pour s'exercer en Belgique? Allez voir notre ami Michel Gay à Bruxelles, qui fait de la parfumerie culinaire, qui est assez autodidacte, puisqu'il vient du monde de la mode, qui est intervenu dans ce MOOC, et qui est passionné des parfums. Donc je vous invite à la rencontrer si vous êtes à Bruxelles. Merci Marlène. Cyril, est-ce que tu as un complément d'information? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux exprimer? Est-ce que Gérard 7 qui nous demande si pour travailler sur la pyramide de Jean Carl, est-ce qu'il faut travailler plutôt en vertical ou en horizontal? Cherche à finir le fond puis le cœur ou en vertical pas à pas? Est-ce que vous avez l'un et l'autre un avis sur cette méthode de formulation et sur cette question liée à la formulation des parfums? Je dirais que ça dépend de la perception. Il faut savoir qu'on ne perçoit pas les odeurs tous pareil. Moi, quand je formule des choses, alors c'est pas sur le parfum, mais c'est plus sur le spiritueux, ou quand je sens des choses, j'ai une représentation en volume dans ma tête.
Et en parlant avec d'autres gens de ce métier, c'est souvent ça. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même. Il y a pour certaines personnes, et même pour beaucoup, une représentation en volume. Et des gens, de certaines personnes, ce sera plus facile au fait de travailler en vertical et d'autres en horizontal, là où l'harmonie se trouve. Il y a des gens qui préfèrent partir du bloc cœur et puis après, en fait, comme un bouton de fleur et après qui s'ouvre, donc du coup travailler comme ça. Et des gens qui préfèrent travailler par exemple, même en partant de la base et en montant dans cette pyramide. Moi, j'ai pas du tout la représentation d'une pyramide dans ma tête. Je trouve que c'est trop segmenté. Donc, je suis pas vraiment à même de juger ce qui est mieux ou ce qui est pas mieux. Merci Marlène. Cyril, sur la question de l'expression à froid, dernière question donc, de Benaminour. Quand l'expression trop mûre leur pose des tâches trop facilement, de la pulpe est alors impossible d'utiliser les machines d'expression à froid. Tu as une idée sur cette question, toi qui connais bien les procédés d'extraction, bien que l'expression ne soit pas certainement celle que tu utilises le plus. C'est vrai que l'expression à froid est surtout utilisée pour les dérivés d'agrumes, donc orange, pamplemousse, citron, de plus en plus abandonné maintenant pour des questions de rendement d'extraction. Il faut savoir que la plupart des extractions se font maintenant avec des solvants assistés, même sur ces écorces de fruits ou sur ces pulpes, pour des questions de rendement, c'est-à-dire qu'on va extraire beaucoup plus d'huile essentielle par un autre type et ça va coûter donc beaucoup moins cher et on va encore gagner sur le prix. Mais c'est vrai que l'expression classique où on va passer la pulpe entre deux systèmes de mâchoire en pression hydraulique ou sous des meules comme on pouvait le faire à l'ancienne sont de plus en plus abandonnés de ce côté-là parce qu'ils ne sont pas rentables économiquement. Merci Cyril. Avec le son, c'est mieux. Bien. Richard 69, juste te demandait, je pense, s'il y a une différence olfactive significative ou très subtile entre deux isomères. Ça peut être très très différent. Je ne sais pas ce que tu veux nous répondre, Cyril, mais il l'a dit, Bruticor 02 par exemple pour les carbones, qui sont vraiment très différentes. On a aussi par exemple les alpha-ionones et bêta-ionones qui ne sont pas la même chose. Donc on peut avoir des résultats vraiment très différents, puisqu'il faut imaginer que elles ont les mêmes molécules, elles ont donc la même masse, le même poids, mais c'est comme si on vous prenait vous, et puis qu'on prenait un de vos bras et qu'on le mettait dans votre dos. Enfin, c'est-à-dire qu'il partait de votre dos, au lieu de pousser sur le côté. Vous peseriez, vous feriez le même volume. Vous feriez le même poids, pardon. Par contre, vous voyez bien qu'il n'y a pas la même forme. Et donc, du coup, le récepteur olfactif, ça va pas être le même. Il va pas s'imbriquer de la même façon. Et par conséquent, il va pas être interprété par votre cerveau de la même façon. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Toujours des exemples très concrets. Merci Marlène. Est-ce que Cyril, ça a quelque chose à voir avec la chiralité ou pas? Oui, la chiralité est une forme d'isomérie. Donc effectivement, Marlène l'a dit, on a des positions alpha-bêta qui sont des isoméries de position de certains groupements chimiques sur une chaîne linéaire qui peuvent avoir un impact. La chiralité aussi a cet impact-là. Donc on a des molécules chirales qui ne vont pas du tout sentir sous une forme et avoir une odeur très particulière sous l'autre. Il y a une base de données très intéressante sur Internet qui est faite par Leffingwell. On pourra vous donner les liens un peu plus loin, qui s'appelle Chirality and Odors. Et vous verrez qu'il y a tout un tas d'exemples de tout un tas de molécules. Selon la conformation isomérique, on vous donne effectivement l'odeur qu'elle peut avoir. Et puis on a aussi les limonènes, hein, le D-limonène ou le L-limonène n'ont pas la même odeur non plus. Donc il y a effectivement un impact, c'est exactement la même chose, le même pendant dans les médicaments, c'est-à-dire que cette conformation et le lien est un peu le même que sur l'odeur, c'est-à-dire que certaines molécules avec une conformation vont avoir une activité bénéfique sur le soin, c'est-à-dire qu'on a une cible, une protéine qui va s'associer à la molécule, qui va avoir une certaine géométrie, donc elle va être reconnue ou non reconnue pour interagir. Ben, pour l'odeur, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des récepteurs olfactifs, et selon la géométrie de la molécule, elle ne va pas s'imbriquer de la même façon au niveau du bulbe pour être interagée
interpréter. Et donc, on va pas retrouver la même odeur. Bien, merci Cyril, merci pour ce complément. Donc, nous clôturons donc cette webconf. Nous vous remercions beaucoup pour toutes vos questions posées par chat ou pour les questions que vous aviez également pris le soin de poser en amont de cette webconférence. Je vous souhaite une excellente continuation à tous. Un petit mot sur les évaluations. Donc, plus de 700 participants en introduction. Les 4 QCM doivent être complétés avant le 25 décembre prochain. Vous n'aurez plus donc accès ni aux réponses ni au QCM à compter du 25 décembre. Donc, sachez que la date de Noël est une date fatidique. Vous devez, pour obtenir l'attestation de suivi avec succès de Fun, obtenir 55% donc ou plus naturellement de satisfaction aux 4 QCM. Et c'est une bonne préparation pour le certificat auquel quelques-uns d'entre vous sont inscrits. Donc, qu'est-ce que j'avais ensuite, Christian? Ça bug. Non, c'est la certification, inscription jusqu'au 22 décembre inclus. Donc, oui, alors certains ont posé des questions effectivement sur la façon dont la certification se déroulait. Donc, la certification, effectivement, vous devez être inscrit d'ici le 22 décembre pour cette certification. Vous devez vous inscrire en ligne. Le paiement se fait également en ligne. Et il y aura ensuite un rendez-vous, un créneau de rendez-vous qui vous sera donné entre le 22 décembre et le 12 janvier pour définir donc le passage de ce QCM, qui est un QCM de 24 questions, qui dure à peu près une trentaine de minutes, en tout cas 30 minutes vous sont imparties, et vous serez surveillé en ligne. Donc il va y avoir un organisme qui va vous surveiller en ligne via webcam, qui va vous demander également avec cette webcam de faire un petit peu le tour de votre environnement, de regarder ce qu'il y a autour de votre poste de travail, savoir si vous n'avez pas éventuellement branché autre chose, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une surveillance en ligne. Compte tenu de la difficulté des questions posées, vous avez un petit peu abaissé à 40% donc de bonnes réponses, je dirais le niveau pour obtenir le certificat ISICA. Et voilà, et donc nous souhaitons, nous espérons que vous serez nombreux à y prendre part. Avant le questionnaire en fait final. Excusez-moi, j'ai un petit aparté avec. Oui. Alors, je vous demanderai également pour ceux qui sont encore connectés donc sur Global de bien vouloir répondre au petit questionnaire en ligne de Global sur la facilité technique et l'utilisation et je dirais l'accessibilité de cet outil Global afin que l'on puisse l'évaluer. Cet outil de visioconférence que nous avons utilisé est un outil expérimental que nous utilisons dans le cadre de ce MOOC en particulier. Et nous vous demandons donc de bien vouloir répondre à ces quelques questions, ça va très vite. C'est tout à fait utile pour améliorer l'outil et également pouvoir l'utiliser à plus grande échelle. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne continuation dans ce MOOC. N'hésitez pas à nous solliciter si vous le souhaitez via forum de discussion interposé, via Facebook également. Et donc, à très bientôt. Ravi que la parfumerie et l'olfaction vous passionnent. Merci Cyril, merci Marlène de vous être jointe à moi ce soir. Je me suis senti moins seul. Et donc, merci pour vos compléments techniques, vos apports sur ces questions générales qui ont été fort nombreux. Je ne sais pas, on a dû répondre à, je pense, une bonne quarantaine, une bonne cinquantaine de questions, un peu pour tout. Hein. Une performance, hein. Oui, j'ai remarqué que Marlène, d'ailleurs, n'est pas, hein, vous avez vu, elle est particulièrement prolifique. Et donc, quand il s'agit de parler de parfumerie,
Merci Cyril pour tes réponses et pour ton avis technique sur les questions chimiques. Et à très bientôt à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. La présentation.